Bonsoir. Au sommaire de cette édition, des mouvements sociaux à Conakry, les activités étaient au ralenti ce lundi. Nous ferons le point complet de la journée dans cette édition. Eau potable, c'est la fin du calvaire pour les citoyens de Walindara 3 dans la commune de Ratoma. L'État vient d'y installer une bonne fontaine. Puis les enfants du quartier sombre, le nouveau roman du critique Mohamed Salif Keita est disponible, 165 pages de pur délice littéraire traité en 5 chapitres. Voilà pour les titres. Bonsoir. Journée de lundi avec des activités au ralenti à Conakry et pour cause. Les syndicats ont maintenu le mot d'ordre de grève. Comment tout cela a été suivi dans la capitale guinéenne? Je vous propose de suivre ce reportage de Moussa Bangoura. La haute banlieue de Conakry ce matin, sur l'axe rond-point Amdalaï Anko 5, en passant par Bambeto et Koza, boutiques et magasins sont restés fermés. La circulation vide. Après l'érection de quelques barrages, les établissements d'enseignement ont dû fermer quelques heures après l'ouverture. Sur l'autoroute Fidel Castro et l'axe Taouya-Kipé-Lambagny, il y a eu de l'affluence. À Bessia et à la tannerie, les marchés sont animés. Quelques boutiques ouvertes pour assurer le service minimum. Les forces de l'ordre sont restées au carrefour pour la sécurité des populations. À Kaloum, quartier administratif et commercial, stations, hôpitaux et autres établissements publics et privés ont fonctionné. En général, la journée a été calme à Conakry et à l'intérieur du pays. Les troubles à l'ordre public provoqués par endroits ont été minimisés selon les sources policières. Pour être un peu plus complet dans ce constat, je reçois sur ce plateau Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors on va faire le point sur cette journée avec vous, vos constats. Bien, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur les antennes de la RTG Coloma. Je voudrais commencer mes propos par déplorer les incidents survenus dans plusieurs secteurs d'activité lors du lancement de cette grève illimitée de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Il s'agit notamment des secteurs bancaires où des difficultés ont été enregistrées pour la mise en place du service minimum. Il s'agit aussi des transporteurs. Aussi, nous avons appris en fin de journée en Haute-Guinée que certains patients ont été sortis des hôpitaux par les grévistes. Ce sont des actes que nous déplorons, que le gouvernement déplore. Ce qui nous amène à ma deuxième question concernant notamment les implications d'une grève. Quelles sont les implications côté employeur mais aussi côté employé? Je voudrais juste rappeler que la grève est un droit constitutionnel. Il est consacré par la constitution de notre pays, mais également par les dispositions pertinentes du Code du travail de la République de Guinée. Quant à votre question, les implications du droit de grève, la grève suspend d'abord l'exécution du contrat de travail. Alors, pour l'employeur, le travailleur qui se met en grève ne doit pas être sanctionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le travailleur aussi ne doit pas s'opposer à la libre exercice de l'activité professionnelle par les autres travailleurs qui souhaitent travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais ajouter en ce qui concerne les implications du droit de grève, le travailleur est libre de ne pas fournir ses activités professionnelles, sa prestation. L'employeur aussi est dispensé de lui verser sa rémunération convenue. D'accord. Ça veut dire que lui, il peut aller à la grève, mais il ne peut pas empêcher les autres d'aller exercer leur activité professionnelle. S'il le fait, il commet une infraction qui peut être punie soit par le règlement intérieur, mais également les sanctions pénales peuvent survenir. Cette grève-là a été appelée par les syndicats. Aujourd'hui, on en est où par rapport aux négociations? Est-ce que les portes sont toujours ouvertes? Les portes sont grandement ouvertes. Nous avons suspendu les négociations il y a quelques jours, mais nous pensons que les heures et les jours qui viennent, nous allons de nouveau inviter
l'ensemble des partenaires sociaux à se retrouver autour de la table pour poursuivre les négociations avec le gouvernement. Merci beaucoup, Dr Alia Camara. Je rappelle que vous êtes l'inspecteur général du travail. Merci d'être passé sur ce plateau. On est toujours sous le choc des 6 soldats guinéens tués à Kidal, République du Mali. Aujourd'hui, c'est le deuxième des 3 jours de deuil national décrété pour rendre hommage à ces martyrs. L'Assemblée guinéenne salue le patriotisme de ces soldats morts au champ d'honneur et présente ses condoléances aux familles éplorées. Robert Sidi Toldo. La Guinée est en deuil depuis le vendredi dernier. 6 de ses soldats sont tombés à Kidal au Mali suite à une attaque djihadiste. Face à cette situation, l'Assemblée nationale, à travers sa commission défense et sécurité, vient présenter ses condoléances à l'armée nationale. Nous étions venus rencontrer le commandement militaire pour présenter les condoléances de l'Assemblée nationale que nous représentons à travers donc la commission de défense. Et non seulement présenter les condoléances, mais aussi profiter de l'occasion pour leur prouver que nous sommes avec eux, que nous sommes avec notre armée, malgré tout, et leur remonter un peu le moral. La Guinée et le Mali sont 2 pays frères, tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'armée nationale, engagée au premier rang dans cette lutte, réaffirme son engagement aux élus du peuple de continuer le combat malgré ces circonstances. Nous sommes soldats. Notre mission, c'est de nourrir pour que vive en paix la population. Les liens séculaires qui lient la Guinée et le Mali ne sont plus à démontrer. La Guinée et le Mali constituent un même pays. Depuis dimanche, le pays observe un deuil national de 3 jours. Demain, un sommet international va s'ouvrir à Conakry. Des pays membres de la francophonie planchent sur les enjeux du changement climatique. Les conseils économiques et sociaux de ces pays veulent apporter une réponse à comment protéger les sources des fleuves Niger et Sénégal. Ce sont des images que vous découvrez tout à l'heure pour vous dire que le président du Conseil économique et social du Burkina Faso est à Conakry, mais aussi Michel Doussin, secrétaire général du Conseil économique et social de la francophonie. Ils sont tous là pour le sommet qui s'ouvre demain. Nous revenons à cette journée de lundi marquée par une grève à l'appel des syndicats et nous recevons sur ce plateau le directeur général adjoint de la police, le colonel Sekoumara. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons également faire le point côté police. Bien, depuis donc ce matin à 6 h du matin, suite à la grève que le mouvement syndical a lancée sur Conakry et d'ailleurs dans tout le pays, eh bien, à beaucoup d'endroits, on a connu des interruptions, notamment en termes d'activité, sur ce qui concerne en tout premier lieu les scolarités. Donc les écoles ont fermé leurs portes. Et dans le cadre de la circulation aussi, il y a eu donc des ralentissements qui ont été connus. Il y a eu par endroits donc certaines perturbations, notamment en ce qui concerne le transport urbain, où certains chauffeurs taxis se sont vus débarquer ou se sont vus obligés de rebourser chemin pour aller garer leur véhicule suite aux injections des syndicats. Alors, à côté de ça aussi, il y a eu certains commerces qui ont fermé et d'autres aussi, par contre, ont ouvert. Donc, ce qui veut dire, grosso modo, que le mouvement a été suivi par endroits à 80%, d'autres endroits à 50%, d'autres endroits à 25%. Est-ce que la police a eu à intervenir sur des cas d'échauffourée? Les échauffourées, il y en a eu, mais vous savez, comme dans notre pays, la règle est déjà connue, chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça qui sont lancés, il y a des récupérations. Donc certains jeunes ont profité de cette situation pour descendre dans les rues, pour barricader ça et là, mais nos forces étaient déjà
prédisposés depuis 6 heures du matin et à chaque fois qu'ils tentaient, ils échouaient parce que nos forces arrivaient là tout de suite pour essayer de rétablir l'ordre immédiatement. Des blessés, est-ce que vous avez un bilan à fournir pour cette journée? Oui, des bilans il y en a parce qu'en termes d'interpellation, nous avons interpellé 13 personnes qui donc au niveau de Kakimbo ont été interpellés, mais eux c'était carrément des actes de vandalisme. Ils ont été donc rattrapés, plutôt je m'excuse, c'est pas Kakimbo mais c'est au niveau de Dabondi plutôt, et donc à ce niveau 13 personnes ont été interpellées, et là quand ils ont barricadé la voie, ils ont fait des mouvements d'agression sur les gens, ils se sont retranchés dans un trou là-bas où nos forces sont descendues sur eux et ils les ont interpellés avec des chambres indiens qui étaient là au niveau du trou. Aussi au niveau de Koza jusqu'au niveau de Amdallah, il y a eu des échauffourées, nos forces donc ont répliqué et il y a eu 3 blessés graves. Merci beaucoup, colonel Sekoumara. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de la police. Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. L'objectif, eau pour tous. La SEG vient d'installer une borne fontaine dans le quartier Wanindara 3, commune de Ratoma. Cette zone faisait face à une grande pénurie d'eau potable que l'État se propose de corriger. L'inauguration de cette borne fontaine a mobilisé plusieurs personnes. Moussa Komara. Longtemps, les populations de ces quartiers Wanindra 3 de la commune de Ratoma parcouraient des kilomètres pour s'approvisionner ou piger dans ce puits sauvage. Elles bénéficient enfin d'une borne fontaine grâce à la Société des eaux de Guinée qui met au centre de ses préoccupations l'amélioration des conditions de vie des populations en eau potable. Il y a un moment vers les années 2012, c'était des chansons quand on disait qu'on allait trouver autre moyen pour nous desservir en eau. Vous imaginez, à 4 heures du matin, nos soeurs mamans sont dans la rue en train de chercher où avoir de l'eau. Et aujourd'hui, ça devient un problème antérieur. Cette borne fontaine vient s'ajouter à cette autre déjà réalisée dans cette zone par la Société des eaux de Guinée. Elle sera alimentée de façon rotative par ces camions citernes fruits de la coopération guinéo-japonaise. La gestion, elle, est confiée à la jeunesse des quartiers. Le responsable de la SEG et l'ambassade du Japon promettent de multiplier cette action pour que le slogan « Eau pour tous » devienne une réalité en Guinée. Je remercie sincèrement le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dont l'implication personnelle a facilité la fourniture de ces 30 camions citernes à travers le gouvernement japonais et avec l'appui de notre ambassadeur au Japon, et M. Silla qui est là. Donc je prends l'engagement en ma qualité de premier responsable que ces genres d'actions vont être amplifiées et partout où besoin sera sur la ville de Conakry pour le bien de nos consommateurs. C'est un processus qui est engagé et je crois qu'il faut la poursuivre, l'améliorer et voir comment apporter des correctifs. Mais comme le directeur l'a précisé, je pense que cet engagement il existe et la SEG, toute l'équipe est engagée aujourd'hui à faire en sorte que les mesures qui sont prises entre nos deux États puissent se matérialiser, se formaliser sur le terrain. De par sa position géographique, ce quartier reste très enclavé. Une école publique pour 22 000 habitants. La population tire la sonnette d'alarme et nourrit l'espoir que ces problèmes seront un triste souvenir. Une localité qui a souffert du poids de la crise sanitaire Ebola, c'est la préfecture de Forêt-Caria. Aujourd'hui, près de 2 mois après la déclaration de la fin de l'épidémie, la localité relance sa joie de vivre habituelle. Les activités commerciales et sociales reprennent, mais les fils du terroir n'oublient pas qu'il faut rester vigilant. Abdul Karim Kamara. Fini la fièvre Ebola, Forêt-Caria commence à reprendre du poil de la bête. La préfecture fait partie de celles ayant payé le plus lourd tribut du virus. Aujourd'hui, sa population a rompu avec la psychose née de cette maladie. Après Ebola, franchement, on remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, on est fiers à Forêt-Caria. Tout le monde sent très bien. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Tout le monde sait maintenant que l'Ebola existe, ça finit. Maintenant, tout le monde prend maintenant la sensibilisation en 2 mains.
C'est dans ce contexte que la CADEFOR, coalition des associations pour le développement de Forêt-Caria, a organisé un jour de prière à la mémoire des victimes d'Ebola. En collaboration avec la coalition des femmes leaders de Guinée, la CADEFOR exhorte la population à une vigilance accrue, surtout au niveau des frontières. Tout le monde désormais a conscience de la maladie. Voilà, donc tout le monde a conscience de la maladie, ce qui est déjà important. Parce que pour lutter contre quelque chose, il faut la connaître d'abord. Donc comme ils savent que cette maladie existe, il suffit juste pour donner un petit effort pour éviter que la maladie ne se propage de plus. C'est de dire aux populations que si une personne vient d'un pays où il y a eu un cas isolé, il faut le signaler aux autorités sanitaires. Les autorités sanitaires et préfectorales travaillent en étroite collaboration avec les populations des 9 sous-préfectures de Forêt-Caria. À l'annonce du moindre suspect de quelconque maladie, elles conjuguent les efforts. Dans le même cadre, celui de la vigilance, le syndicat des transporteurs est mis à contribution. Il doit aider à renforcer la surveillance épidémiologique. L'objectif, c'est d'éviter la résurgence de la maladie. Moussa Komara. Les responsables des gares routières des 5 communes de Conakry et des préfectures de Koya et d'Ibrika s'approprient des techniques de communication, la surveillance à base communautaire et les pratiques familiales essentielles pour la lutte contre Ebola. Il s'agit pour le ministère des Transports et son partenaire Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales de les impliquer dans la surveillance renforcée des 90 jours contre l'épidémie et toute forme de maladie à potentiel épidémique en Guinée. Le ministère des Transports entend éradiquer définitivement Ebola qui est déjà déclaré. Parce que la fin a été déjà déclarée, mais nous devons renforcer les mesures de sécurité, de surveillance pour que le cas ne revienne plus en Guinée. L'idée est que désormais que nous ayons toutes les informations sur tous les passagers qui doivent voyager, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, pour comprendre un peu les malades qui sont transportés dans les véhicules, mais aussi les corps qui sont transférés d'une localité à une autre. Après 3 jours de formation, ces chansons communautaires seront déployées dans les gares routières et débarcadères. Ils tenteront d'amener les citoyens à observer les règles d'hygiène jusqu'au 31 mars 2016. Un outil de communication leur sera donné pour une alerte rapide des autorités sanitaires en cas de sujet suspect. Nous sommes très satisfaits et remontés par rapport à cette formation. D'abord, je vous rappelle que la formation était à la hauteur. On a fait des pratiques de simulation, on a travaillé ensemble en équipe, en groupe. D'ailleurs, la première, deuxième journée, on a constitué 4 groupes. Quand on a vu que le travail est important, la troisième journée, on a élargi le nombre de groupes et à partir de demain, certainement, nous serons sur le terrain. Financée par l'UNICEF, cette formation va toucher près de 1000 personnes. Après le ministère des Transports, les départements de la jeunesse et de l'action sociale seront les prochaines étapes. Fin de la visite de travail du président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Il quitte Conakry après avoir inauguré une nouvelle base à Dubrika et un centre de formation à Kobaya, commune de Ratoma. Les équipements ont coûté plus de 800 millions au gouvernement japonais. Aziz Baldé. En plus de sa forte implication dans la croisade contre Ebola, la Croix-Rouge poursuit toujours ses actions d'appui humanitaire en Guinée. Ce bâtiment est offert par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Le coût de construction est évalué à plus de 400 millions de francs guinéens. Tout un secteur pour les bénéficier. Depuis que la Croix-Rouge est créée à Dubrika, ils sont à nos côtés. Ils nous aident nuit et jour. Donc nous allons entretenir ce bijou parce que construire c'est une bonne chose. Mais ce qui est plus fort que ça aussi, c'est l'entretien. Nous allons nous mettre à l'œuvre pour entretenir l'investissement. Un bijou, un outil qui, par la Croix-Rouge guinéenne, constitue la principale base de renforcement de ses capacités dans ses œuvres humanitaires. Après Dubrika, le président de l'organisation de la Croix-Rouge et sa suite se sont rendus à Kobaya, dans la commune de Ratoma, pour la coupure du cordon inaugural d'un centre de formation en premier secours. Un don du Japon qui a pour objectif de former des volontaires capables d'aider la Guinée dans la gestion des crises sanitaires. Ce centre permettra à la Croix-Rouge d'y mener ses activités de formation des volontaires et du grand public.
Nous avons appris de nombreuses leçons avec cette épidémie d'Ebola. Nous avons appris l'impérieuse nécessité de former la population au niveau communautaire sur les bonnes pratiques en matière de santé de base. Pour sa toute première visite en Guinée, le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge a aussi visité la morgue de l'hôpital Niasdine. Suivi d'un bref passage au ministère des Affaires étrangères, de l'action sociale et celui de la coopération internationale. Partout, les ministres ont loué les efforts de la Croix-Rouge pour son implication dans la gestion des catastrophes dans le monde. Attention, les images qui arrivent peuvent choquer. Un accident de la circulation sur la route Conakry-Kindia. C'est une voiture Nissan Almera qui est entrée en collision avec une 4x4. Le choc est violent. Bilan, plusieurs blessés. Leur extraction du véhicule a nécessité le soutien de la population et de la gendarmerie. Les blessés sont transportés à l'hôpital régional de Kindia pour des soins d'urgence. Bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Douane guinéenne, le poste frontalier de Sambailo a désormais une aire de déchargement. C'est le fruit d'un contrat signé par l'État guinéen. Les clauses de ce partenariat avec le Bureau Veritas ont également permis la construction d'un bâtiment administratif. Sekou Fernand Kourouma, LH Sekou Sibi. Koundara constitue une véritable porte d'entrée et de sortie du pays. Par cette route, des centaines de véhicules passent chaque jour. Ici, à Sambailo, une file de véhicules attend de passer au contrôle douanier. Face au flux du trafic, l'État a signé un contrat avec le bureau Veritas Bivac pour la construction d'une aire de déchargement, un espace composé de ce hangar et d'un bâtiment qui abritera l'administration douanière. L'aire de déchargement que nous avons va nous permettre non seulement de renforcer nos capacités en matière de contrôle, mais de sécuriser davantage les recettes pour beaucoup plus de mobilisation encore au compte du trésor public. Ce hangar facilitera le déchargement des camions considérés comme suspects, ce à un moment où la vigilance est de mise pour la lutte contre le terrorisme, avec à la clé la protection des marchandises contre les intempéries. L'aire de déchargement nous permet de quantifier les marchandises, les flux et les différents produits qui sont mutés, donc ça ne fera que renforcer nos capacités. D'autres aires de déchargement seront construites à Kourémalé et à Pamalap. Compte tenu de l'importance des postes de contrôle le long des frontières, le directeur général des douanes a profité de l'inauguration de cette infrastructure pour informer les populations des dangers du terrorisme. La littérature, un nouveau roman fait son entrée sur le marché du livre, 165 pages traitées en 5 chapitres. Le roman « Les enfants du quartier sombre » est disponible à la maison du livre qui a servi de cadre d'ailleurs pour la dédicace. L'auteur Mohamed Salif Keita, journaliste et critique littéraire. Mohamed Trois Camara. À force de parler de littérature et d'accroître à près de 30 ans, Mohamed Salif Keita prend à son tour la plume d'animation à la télévision nationale. Avec l'émission Papier Plume Parole, ce célèbre critique littéraire nous offre son premier roman intitulé Les enfants du quartier sombre. C'est un roman choral et hypercute, puisque dans la construction, je laisse la place à Conakry Matin qui raconte l'histoire de ces jeunes gens. Et donc c'est une histoire très très douloureuse, puisque ça se termine par la mort. Et donc j'essaye d'écrire la situation d'une certaine jeunesse, une sous-jeunesse qui se perd, mais qui veut rester debout. C'est la maison du livre dans le quartier Koléa à Matam qui a servi de cadre à la dédicace du roman. Plusieurs écrivains, éditeurs et autres amis de livres étaient de la partie. Je suis convaincu qu'après nous, la vraie littérature guinéenne va s'émerger. Je pense que le grand roman guinéen n'est pas encore là. C'est les nouvelles générations qui feront ce roman-là. Nous ne serons plus là, malheureusement. Avant la présentation du roman Les enfants du quartier obscur, l'écrivain Mohamed Salif Keita a aussi été reçu par l'ambassadeur de France en qualité du président des éditeurs de Guinée. Grâce à la structuration de la CEGI, ça permettra au public de connaître
toute la diversité des maisons d'édition de Guinée. On connaît bien sûr l'Harmattan Guinée, et c'est très bien, et je ne réduis pas du tout le rôle de Sansi Kadar dans cette démarche, puisqu'il a eu un rôle fondamental pour que la Guinée obtienne un Conakry capitale mondiale du livre, mais je dirais, plus on est nombreux, plus on pèse et plus on peut exister facilement. C'est ça qui est important. Les enfants du quartier sombre, un roman de 5 chapitres sur 165 pages, est une coproduction de Tabala et Publibook. Un roman à lire absolument. Sport, il vous souviendra qu'au championnat d'Afrique de patinage de Dakar, la Guinée avait fait une belle moisson, 10 médailles arrachées par les patineurs guinéens. Récemment, le ministre des Sports les a rencontrés pour les féliciter et les promettre tout l'accompagnement du département. Kabafodé. La Fédération guinéenne de patinage marque des points. Elle a remporté au mois de décembre dernier 10 médailles, dont 6 en bronze et 4 en argent, à la 8e édition du championnat d'Afrique des rollers à Dakar. Ces médailles ont été présentées ce matin et remises aux récipiendaires par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Nous avons la Coupe du Monde qui nous attend, nous avons la Coupe d'Afrique qui nous attend. Notre devoir est de faire en sorte que la compétition soit gagnée par la Guinée à travers la Fédération de patinage. C'est ça notre vision. Avec ce résultat obtenu, la Guinée s'est classée 4e sur 8 pays participants. Et cela, malgré les difficultés d'ordre financier et matériel auxquelles est confrontée la fédération. Ce que la fédération en a besoin, surtout nous les athlètes, c'est les équipements qu'on a besoin, le financement. Le ministre des Sports, très émerveillé par cet exploit des athlètes guinéens, a promis d'assurer un traitement équitable entre les disciplines. J'ai parlé d'un traitement équitable entre toutes les disciplines sportives, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai rappelé que traitement équitable ne signifie pas traitement égalitaire. C'est vrai, la Fédération guinéenne de patinage ne peut pas avoir un traitement égal à la Fédération guinéenne par exemple de foot, mais elle peut avoir un traitement équitable, proportionnel aux efforts qu'elle est en train aussi de déployer en vue de rehausser l'image de la Guinée dans cette discipline. Et c'est à ça qu'il faut qu'on parvienne. Dernière née des fédérations sportives, le patinage fait du chemin en Guinée. Les athlètes se préparent pour d'autres compétitions internationales. Avec la volonté affichée du département et l'engagement des responsables et athlètes, les résultats escomptés sont attendus. Dernière information avant de vous quitter, juste pour vous dire que la CENI, les partis politiques et la société civile se concertent au milieu de la rencontre, l'amélioration de l'organisation des prochaines échéances électorales. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.